Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? Bonjour et bienvenue dans ma pause café avec Tia. Aujourd'hui, je reçois Mavic. Mavic, c'est Manuela, en vrai, mais sur les réseaux sociaux, on la connaît sous ce nom. Elle est influenceuse, mais pas que. Aujourd'hui, on va parler de sa vision des choses et de la femme qu'elle est. Salut Manuela, bienvenue à toi dans ma pause café. Hello! C'est hyper J'adore pour moi cette hello. d'être convié à une pause café, attendu que je ne bois jamais de café. Mais allons-y, partageons la pause café. C'est vrai. Et ben justement, en plus, c'était ma première question. Est-ce que tu es plutôt thé ou café? Alors, ma fille, je suis une relou de la mort qui tue. Je suis eau. Ni l'un ni l'autre. D'accord. C'est vrai, Ouais. même pas du thé. Non, de l'eau. D'accord. De l'eau. Mais c'est aussi très bien. Ben, écoute, moi, je trouve ça pas mal. Donc, écoute, on continue. Faut pas changer une équipe qui gagne. On est d'accord. Alors Manuela, on te connaît sous le pseudo de Mavic sur les réseaux sociaux. Est-ce que Mavic et Manuela sont la même personne? Tu sais, comme Beyoncé et Sasha Fierce. Et Sacha Fierce. Ouais. Oui, c'est la même personne et c'est d'ailleurs pour ça que je préfère qu'on m'appelle Mavic parce que pour moi, il n'y a pas de gap entre les deux personnes. C'est juste, pour le coup, je trouve ça plus facile à retenir et plus impactant. Mais les gens qui me connaissent dans le privé ou les gens qui sont mes copines depuis que j'ai des couettes à l'école savent que je suis exactement la même personne, la même, tout pareil. D'accord. Et quel est l'adjectif qui te définit le plus? Courageuse. C'est vrai. Ouais. Oui. Bah, justement, je pense que c'est une question de courage. Tu me diras si j'ai tort ou pas. Ouais. Tu es entrepreneur, formatrice, Ouais. animatrice télé, blogueuse, influenceuse. Il faut du courage quand même pour gérer tout ça. Qu'est-ce qui t'anime? Tu vois, d'avoir j'avais jamais courage? vu ça comme ça. Pour moi, il faut plutôt de l'inconscience pour faire tout ça en même temps. Tu vois, c'est pas vrai? vraiment. Oui, en fait, je suis absolument convaincue, habitée, pénétrée et mue par ma vision. J'ai une façon à moi de voir le monde et personne ne m'enlèvera de la tête qu'elle mérite d'être entendue, d'être partagée et je vis le côté polycéphale de ce que je fais comme une façon tentaculaire de répandre ma vision. Si on me met à la porte par une porte, eh bien, je rentre par la fenêtre. Et si c'est pas bon par la fenêtre, je vais rentrer par la cheminée. Donc voilà. Et c'est quoi cette vision? La vision de Mavic, c'est quoi? Tout est là. Et tout est là. Tout est à l'intérieur de nous et aujourd'hui, on est vraiment dans une situation extrêmement paradoxale. On est dans une société où on n'a jamais eu autant de confort, on n'a jamais eu autant de facilité, on n'a surtout jamais autant eu accès à l'information, quel que soit ce que tu tapes sur Google. Tu peux le trouver gratuitement. C'est ce que je dis à mes étudiants et aux gens qui viennent me voir en conférence. Si vous tapez les mots-clés que j'utilise, vous trouverez. Et le gros paradoxe, c'est que l'homme n'a jamais été aussi perdu parce que finalement, eh bien, la liberté a quelque chose de flippant. Et ma vision à moi, c'est de prendre conscience que tout est dans son rôle. La société, le web, les autres qui nous soumettent, qui nous imposent des injonctions, tout est dans son rôle. Nous ne sommes pas dans notre rôle lorsque nous n'utilisons pas notre zone de génie. Et pour utiliser sa zone de génie, il faut faire l'effort de la chercher. Et pour faire l'effort de la chercher, il faut faire l'effort de se regarder. Or, aujourd'hui, ce que moi je dis, c'est laissez-moi vous aider à vous regarder sans tabou, sans fausses excuses, sans facilité, sans atermoiement, toute nue. Laissez-moi vous aider à vous regarder. Et à partir du moment où vous aurez fait ça, je vous le promets, on va parcourir un sacré chemin ensemble. Et voilà. C'est super intéressant. Et justement, tu parles de faux tabous. Je sais que tu n'es pas du tout adepte du tout le monde est beau, tout le monde est gentil, on vit dans le meilleur des mondes, justement, comme tu le disais, mais plutôt toi, tu es plutôt adepte du arrête de te plaindre et agis, arrête de te trouver des excuses et fonce. Mais est-ce que c'est vraiment si facile que ça, en vrai? Tu sais ne plus faire appel à ces tout doux comme tu les appelles.
Tu veux la réponse politiquement correcte ou ce que moi je pense? Ce que toi tu penses. Ce que je pense, c'est que oui, c'est si facile que ça. Alors, c'est dérangeant oui. Pour une raison toute simple. Et c'est pour ça que j'arrête pas de dire, on se concentre sur les mauvaises choses. Aujourd'hui, je reçois tous les jours des centaines, mais littéralement des centaines de DM de femmes qui me disent j'ai pas confiance en moi. Et ma réponse est toujours la même. Ma réponse c'est tu regardes au mauvais endroit. Le premier muscle qu'on doit entraîner, c'est la discipline. Le deuxième, c'est le courage. Et le troisième, c'est la pugnacité. C'est facile dans la mesure où il faut le décider. C'est facile ne veut pas dire que ce sera un chemin linéaire. Ça ne veut pas dire que tous les jours on aura envie de le faire. Et c'est pour ça qu'on a besoin de discipline. Le cerveau, c'est comme un être humain, c'est comme un animal, c'est comme une plante qui a besoin d'un tuteur. C'est pour ça qu'on a besoin de discipline et de lui dire, voilà le cadre à l'intérieur duquel je veux que tu te meuves. Et à partir du moment où tu as pris une décision, et c'est là que je dis que l'essence de tout, c'est notre volonté. Or, notre volonté prend naissance dans notre estime de nous. Comment nous nous voyons. Pour moi, estime de soi et confiance en soi, c'est pas du tout la même chose. L'estime, l'estime est plutôt est plutôt relative à de l'affection qu'on aurait pour soi. C'est quelque chose de selfish. C'est quelque chose qui n'intègre pas l'autre. C'est-à-dire que c'est le point auquel tu es capable de percevoir ta valeur, de percevoir et de cultiver ta valeur. Ça, c'est s'estimer. C'est le fait d'être capable de déceler ses besoins et de les faire passer en premier, aussi dérangeant cela soit-il pour autrui. Ça, c'est de l'estime de soi. La confiance en soi, là, est relative à l'autre. La confiance en soi, c'est cette espèce de sentiment que nous avons d'être capable d'affronter une situation, d'aller au bout d'une situation, d'être confronté à des obstacles. C'est la confiance en soi et de s'inscrire dans l'action. Là où l'estime de soi s'inscrit dans la réflexion. D'accord. Donc, ce que je disais, c'est que oui, pour moi, alors je n'aurais pas dû répondre, en fait, je suis tellement passionnée, j'aurais pas dû te répondre oui, c'est facile, j'aurais dû te répondre oui, c'est simple. Ce n'est pas facile, mais c'est simple. C'est une question de volonté. Il faut décider à un moment d'arrêter de chouiner. Et pour arrêter de chouiner, contrairement à ce que tout le monde pense, les gens pensent que je suis tout le temps là à rire et à être d'un optimisme béat. Mais non, il y a des jours où j'ai mal, il y a des jours où je pleure, il y a des jours où je suis gavée, il y a des jours où je pète de gros câbles sur mes enfants parce qu'ils ne sont pas des enfants Disney. J'accueille l'émotion, je regarde, ouais, je suis en colère, tout le monde sait que je ne suis pas une machine, que je suis un être humain. Et puis quand on a fini d'aller au bout de son émotion, on se lève. Parce que si on reste couché dans ses larmes, on devient ses larmes. Et voilà. Et ça, c'est pour toi, c'est de la projection justement sur ce que l'on veut être et que l'on décide d'être? Je suis pas sûre de comprendre ta question. Réexplique-moi. Est-ce que justement, rester là à se morfondre, c'est une projection inconsciente que l'on fait de soi en se disant « je ne suis pas capable ». Oui. Alors, ça, c'est la partie sympa. Ça, c'est la partie sympa. Ah, tu trouves que c'est sympa, ça? Non, ça, c'est vraiment la partie sympa. Je suis désolée, comme tu l'as dit, je suis pas adepte du tout le monde est sympa, tout le monde est cool, etc. Non, là, ça, c'est la partie sympa où, effectivement, je rencontre tous les jours des femmes qui ne se sentent pas capables. C'est un peu pénible parce que j'arrive pas à trouver l'équivalent joli en français de l'expression anglaise « you are enough ». En fait, il y a plein de femmes qui se sentent pas assez grandes, assez belles, assez intelligentes, assez valeureuses, bref, pour accéder à certaines choses. Et c'est vrai que ces femmes-là elles n'ont pas un problème de confiance en soi, Cynthia. Elles ont une confiance d'estime de soi. Par contre, il y a les autres. Celles que ça arrange, c'est ça la vérité. Très souvent, c'est tellement plus facile parce que tu as toujours fait comme ça. Parce que quand tu es la pauvre petite Blanche-Neige est la seule princesse Disney que je
déteste. L'espèce d'innocente petite victime. C'est dans quelle vie, ça? Ça arrange d'être Blanche-Neige et comme ça, tout le monde va te caresser, va te dire, oh, pauvre chouchounette. Et puis comme ça, tu n'auras pas besoin d'aller chercher au-delà de toi. Et puis, tu seras toujours là à mériter l'amour, l'attention, l'affection. Seigneur, d'où Jésus, quelle estime as-tu donc de toi pour penser être obligé, être une faible petite chose pour mériter l'amour, l'attention? Donc, pour moi, il y a deux façons. Comment? Je vois ce que tu veux dire. Oui, donc il y a deux façons de voir les choses. C'est soit pour certaines, il y a vraiment ce sentiment de ne pas mériter mieux, plus haut. Et pour d'autres, c'est plus cool. Ouais. C'est plus cool. Comme tu dis souvent, c'est se cacher derrière son doudou. Mais oui, et c'est ce que je disais dans cet article. Je disais, un doudou, au bout d'un moment, à force de le lécher, de le sucer, de le traîner derrière toi, de le mettre dans ton sac, ça sent mauvais. Et tu sens la même odeur que ton doudou. C'est ça. Mais pour rester dans cette thématique, est-ce que, alors j'essaye de me faire l'avocat du diable, par exemple, le poids des traditions, de la famille, de la société, est-ce que des fois ça, c'est pas plus difficile à porter que cette volonté tenace de vouloir être, de vouloir faire quelque chose? Ou est-ce que c'est encore se cacher derrière cette facilité de c'est pas de ma faute? Alors, pour moi, il y a plusieurs choses. C'est bizarre quand même. Hein. Tu es martiniquaise, c'est ça? Oui. Ok, je suis guadeloupéenne et je vis à La Réunion. On vit dans des sociétés qui sont encore extrêmement traditionnelles et contrairement à ce que j'entends dire, ça a du bon. C'est extraordinaire de vivre dans une société traditionnelle parce que c'est une société à l'intérieur, les liens de solidarité sont encore forts, l'idée de respect est encore forte, la famille au sens domien est une famille élargie. Moi, j'adore ça. Par contre, on est quand même bien d'accord qu'on vient donc d'un univers dans lequel les traditions ont un poids certain. Comment ça se fait que certains y arrivent et que d'autres n'y arrivent pas? C'est donc que c'est faisable. C'est donc qu'en dépit du poids, c'est faisable. Et puis, ensuite, c'est pour ça que je te disais, pour moi, on se trompe. Ce qu'il faut cultiver, c'est le courage. C'est dingue. Si ça ne te convient pas, si c'est trop lourd, si c'est trop dur, tu peux vivre ailleurs. Mais très souvent, ce que j'entends dans ces cas-là, c'est « mais je ne veux pas m'éloigner de ma famille, mais je connaîtrai personne là où j'irai, mais je ne sais pas si je m'en sortirai. » Alors, tu veux quoi? Moi, je suis née Lurel. Je suis l'enfant d'un entrepreneur multirécidiviste, d'un homme charismatique qui réussit, qui est un bulldozer et le genre de personne que tu adores ou que tu détestes. Il n'y a personne qui est au milieu avec Guy Lurel. Je suis la filleule de Victorin Lurel qui a été député, maire, ministre, enfin j'en passe et des meilleurs. Je suis la sœur d'un artiste qui s'appelle Kérosène. Enfin, ma sœur dirigeait les entreprises de mon père, etc. Et au bout d'un moment, je me suis aperçue que je voulais pas être la femme de quelqu'un, je voulais pas être la fille de quelqu'un, je voulais pas être la sœur de quelqu'un. Alors je suis partie. Et il a fallu que je parte pour me rendre compte qu'il n'était pas question que je baisse la tête parce que je m'appelle Lurel, que je pouvais lever la tête. Mais ça, je ne l'ai appris qu'à partir du moment où j'ai pu exister par moi-même, où j'ai pu réussir par moi-même, au moment où il n'y a plus aucun doute sur le fait que je ne devais à personne ce que je réussissais. Comment ça se fait que certains puissent prendre le risque et que d'autres ne puissent pas? C'est qu'ils ne le peuvent pas ou qu'ils ne le veulent pas. Est-ce qu'on n'a pas des ancrages, des choses qui nous bloquent parce que justement, on a très souvent, je parle de femmes, ce syndrome justement de l'imposteur. Est-ce que c'est un truc typiquement féminin ou pas du tout? Non, pas du tout. Non. Alors, il y en a peu, mais j'ai des hommes qui me suivent, qui me textent. Non, le syndrome de l'imposteur est présent chez les hommes. Non, je crois pas que ce soit féminin en tout cas. Alors, même si la science l'aurait décidé, je ne pense pas. Pour moi, ce serait comme le fait que l'hystérie ne soit une maladie exclusivement féminine, simplement parce que les essais cliniques n'ont été faits que sur des femmes. Non, pour moi, non, les hommes en souffrent aussi.
mais comment on fait? Parce que c'est vrai que quand on t'entend parler, on a vraiment l'impression que c'est facile, en fait. Tu sais, de prendre son courage à deux mains et de se dire, non, je veux ça, donc j'y vais. Mais quand, par exemple, si je reprends ton cas, donc dans une famille où justement il y a de fortes personnalités, des gens qui ont réussi, comment on se lève un matin en se disant je vais y arriver? C'est pas évident quand même, on est d'accord? Et c'est pas juste une question. Est-ce que c'est vraiment qu'une question de je peux le faire et que, comme tu le disais au début, le courage fera que tu y arriveras ou pas et que c'est justement ce courage-là qu'il faut travailler? Bon, alors, le courage, c'est agir en dépit de la peur, des appréhensions et des inquiétudes et des doutes. Donc, pour moi, pas mal de nos réponses se trouvent à l'intérieur du courage. Et pour moi, travailler son courage, c'est comme travailler. Enfin, demain, si tu vas faire du karaté, tu vas pas venir là avec ta grande tronche et dire moi je veux une ceinture noire ou pour m'entraîner plus vite, pour progresser plus vite, je veux me battre dans une ceinture noire. Non, tu vas aller, parfois tu auras même pas de ceinture tellement tu seras nul et tu vas franchir les grades pas à pas. Ce qui veut dire que au début, pour travailler sur ton courage, eh bien tu vas affronter de petites peurs, de petites choses qui feront, j'ai coutume de dire que la confiance se nourrit de l'expérience. On considère la confiance en soi comme un préalable à l'action et pour moi, c'est l'inverse. La confiance est postérieure à l'action dans bien des cas. Donc, tu vas faire une liste de petites peurs que tu vas surmonter peu à peu. Et en surmontant ces petites peurs peu à peu, tu pourras aller de plus en plus loin. On a besoin de bienveillance, on a besoin de se regarder avec tendresse. Et c'est pour ça qu'il faut s'estimer, de se regarder avec tendresse. Avec tendresse ne veut pas dire avec complaisance. C'est-à-dire que, parfois ça foire. Hein. Parfois, moi, avec tout mon courage, là, je suis à 2 doigts de faire pipi sur moi. Du coup, je prends ma voiture, je rebrousse chemin, je rentre à la maison, je pleure un coup. Je reprends mon souffle, je refais mon maquillage et je repars. J'arrive en retard, mais j'arrive en retard, gonflé comme un coucou. Mais c'est pas grave. C'est la destination qui compte. C'est pas grave tous les gribouillis que j'aurais fait. Donc pour moi, la première des choses, c'est le courage. Mais surtout, notre grand problème, et ça c'est un problème postmoderne, on surintellectualise et on overreact. En fait, si tu sens que tu as peur, tu es au milieu d'une famille où tout le monde a une forte personnalité. Si tu sens que c'est un peu compliqué pour toi de trouver ta place, plutôt que de te dire « je vais y arriver », tu vas te lever un matin, ne pas te donner le choix et faire la première action. Accomplir la première action. Et de cette première action, en domino, découlera le reste. De cette première action, qui va être réussie ou pas, hein. Ton cerveau va pas retenir le fait que ce soit réussi ou pas. Le cerveau va retenir que tu as eu le courage de le faire. Donc, pour moi, quand on flippe trop, quand on doute trop, c'est qu'on surintellectualise. Il faut arrêter de penser et il faut faire. Tu vois, tu anticipes ma prochaine question. Pour toi, il faut faire, même si ce n'est pas bien fait, même si on rate, mais il faut faire. Et c'est ça, mais finalement, faut faire, le courage. surtout quand c'est pas bon, surtout quand c'est pas vrai, surtout quand on pense qu'on va rater. Mais il n'y a pas de preuve par anticipation. Aucune étude scientifique n'a été menée par anticipation. Aucun mariage n'a été réussi par anticipation. Aucun projet de procréation n'a été réussi par anticipation. À un moment, tu te mets là, vous faites l'amour, vous voyez si ça passe ou pas. Eh bien, quand ça passe pas, on se dit, bon, il est peut-être temps d'aller voir un biologiste. Et quand ça passe pas avec un biologiste, on commence à se dire, bon, il est peut-être temps d'envisager l'adoption. Et quand l'adoption passe pas, tu te dis, waouh, on serait réduite à kidnapper l'enfant d'une autre. Mais il faut faire. Il faut faire. En fait, pour moi, et c'est encore une chose sur laquelle je suis très mal comprise, les objectifs sont importants. C'est important parce que ça te donne une direction. Qui est-ce qui prend sa voiture un matin et puis bim, la personne part comme ça, sans savoir où aller. Tu prends ta voiture parce que tu vas quelque part.
Sauf si ta mission dans la vie, c'est de polluer la planète. Donc, tu prends ta voiture, tu sais où tu vas. Oui, attends. Donc, ça, c'est un objectif. Mais tu l'atteindras ou pas. Parfois, ta voiture va te planter au milieu du chemin. Parfois, il y aura trop d'embouteillages. Parfois, il y aura des barrages. Et quoi? Quand il y a les barrages, tu retournes chez toi. Tu gardes ta belle tenue, tu fais la belle toute la journée dans ta maison avec ta belle tenue et tu appelles la personne, tu dis « je suis désolée, je ne viendrai pas ». En fait, pour moi, l'objectif est important, voire fondamental, afin d'impulser une direction, de façon à ce que tu saches dans quelle direction doivent te porter tes pas. Par contre, il faut, une fois qu'on s'est fixé un objectif, arriver à se détacher émotionnellement de cet objectif. Ce n'est pas l'atteinte ou le foirage d'un objectif qui détermine notre valeur. Aucun objectif, aussi ambitieux ou aussi peu ambitieux qu'il soit, ne détermine notre valeur. Tu es valeureuse, que tu rates ou pas. C'est ton problème si tu n'arrives pas à percevoir ta valeur et si tu la conditionnes à des accomplissements. Tu es valeureuse et tu mérites, quoi qu'il advienne, d'être considérée comme un ananas royal. Voilà ce que je pense. Et c'est super intéressant ce que tu dis parce que moi, j'ai vraiment pris conscience en travaillant avec toi que, alors oui, l'objectif, comme tu disais... Je suis trop fière que tu travailles avec moi. Je suis trop fière. Mais moi, je suis super fière et contente parce que j'ai quand même vu l'évolution de ma façon de penser. Et justement, pendant très longtemps, j'étais focalisée sur l'objectif, justement, parce que tout le monde nous dit il faut avoir un objectif dans la vie, il faut arriver à quelque chose. Donc, on est focalisé sur cet objectif. Et avec toi, j'ai compris que, alors oui, c'est bien d'avoir cet objectif, mais comment tu y arrives? Et c'est quand justement tu prends du recul et tu te dis, mais comment j'arrive là, que tu arrives à réaliser que, ouais, ce sera pas évident, que ouais, tu vas te planter des fois, mais que tu peux prendre la mesure justement de cet objectif, le diviser par étapes, justement comme tu disais, pas par pas, et y arriver en fait. Mais il faut vraiment faut prendre ce recul de ouais, j'ai un objectif, mais finalement le plus important, ça va être le chemin que je vais prendre pour y arriver. La stratégie est l'art de tirer sa dernière munition en faisant croire à l'autre qu'il nous en reste encore. Baby step by baby step, et on y va. C'est pas grave que les autres mettent 2 mois à faire telle chose et que toi tu mets 2 ans. On s'en moque. Parfois, le chemin est tellement plus jouissif que la destination. Moi, quand j'ai rencontré mon époux, il était comme ma meilleure amie, absolument insupportable. Alors, premièrement, c'est un drogué de voyage, comme ma meilleure amie. Et on partait régulièrement parce qu'on n'avait pas encore ce gang d'enfants. Et punaise, il commençait à me prendre la tête, mais littéralement, 2 semaines avant le départ. À telle date, on part. Mais tu vois ce grand chêne-là, comme un bébé devant toi. On part dans tant de temps. On va faire telle chose. Est-ce que tu sais ce que tu vas mettre dans les valises? Est-ce que c'est toi qui t'occupes des valises? Est-ce que tu peux me donner... je crois que je connais ça aussi. J'en pouvais plus, mais j'en pouvais plus. Et puis, après le voyage, mon Dieu, Cynthia, c'était l'horreur. Une semaine après le retour, il me disait, tu te rends compte que la semaine dernière, à cette heure-là, on était en train de faire telle chose et tout. Et c'était le kiff encore. Et jusqu'au jour où je dis, je peux plus, Frédéric, je partirai plus en vacances avec toi, je peux plus. Il m'a dit, Pépé, tu es en train de gâcher mon plaisir. Le chemin est tellement plus beau que le voyage. Bébé, tu gâches tout. Et quand j'en ai parlé à ma meilleure amie, elle m'a dit, mais quelle cruauté! J'ai toujours su que tu n'avais pas de sentiments. C'est horrible, comment tu peux faire ça? Et en fait, en travaillant sur le mindset, je me suis aperçue qu'ils ont tellement raison. Tellement raison. L'objectif, c'est bien. L'objectif, c'est fondamental, mais au sens littéral, au sens de la fondation de la réaction et du comportement. En revanche, le kiff, il est dans le chemin. Quand je t'entends dire, je vois l'évolution de mon mindset depuis que j'ai commencé à travailler avec toi, j'ai des frissons. Tu me prouves que ce que je dis est vrai. C'est le chemin, le kiff. Mais c'est vrai parce que on se voit grandir en fait. Mais donc oui, j'ai un objectif, mais se voir grandir, c'est génial. C'est prendre conscience qu'on s'améliore avec le temps et finalement, ce qu'on cherche, c'est être meilleur qu'hier. Mais c'est ça, c'est exactement ce que je dis. C'est ça.
Mais moi, alors justement, quand on travaille le mindset, on arrive à comprendre ça. Mais beaucoup de personnes qui ne le travaillent pas et qui ne font, entre guillemets, alors je généralise, mais qui ne font, entre guillemets, que regarder ce qui se passe autour, ont tendance à se comparer. Justement, on est dans une société où je trouve qu'on se compare beaucoup, en plus avec les réseaux sociaux qui ne facilitent pas ce truc, on se compare beaucoup à l'autre. Est-ce que aujourd'hui être unique, ça a vraiment du sens? Tu rigoles? Ça a plus de sens que jamais. Ouais. Plus de chance que jamais. L'ère postmoderne a vu émerger les individualismes au sens positif de l'individualisme. Aujourd'hui, les générations Y et Z sont les générations qui scandent l'unicité dans l'univers du monde du travail. Ce sont des générations qui arrivent et par antélation demandent à avoir une considération particulière dans la mesure où elles sont conscientes de leur unicité. Oui, ça a du sens. Mais le vrai problème, c'est pas ça. Hein? Le vrai problème, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure. La liberté, ça fait flipper. Ça fait flipper et du coup, je me retrouve avec des questions tellement incongrues de personnes qui me disent « Je veux être libre, je veux être moi, je veux vivre mon unicité, alors donne-moi un mode d'emploi pas à pas. » Est-ce une plaisanterie? Si tu veux vraiment être unique, comment se fait-il que tu me demandes à moi de te dire dans quelle mesure tu es unique? C'est un job intime, et intime au sens premier. Régulièrement, on m'objecte, non, mais je partage ça avec mon chéri, je partage ça avec ma maman. Attention, moi, j'ai rien contre les confidences sur l'oreiller, c'est mon surkiff de l'empêcher de dormir pour lui parler toute la nuit. Mais c'est pas ça, il y a des jobs qu'il peut pas faire pour moi. Ouais. Jamais personne ne pourra nous dire comment et dans quelle mesure nous sommes uniques. Et c'est, par exemple, l'objectif des challenges que je vous propose, c'est de vous dire, de vous mettre face au fait que, effectivement, autrui a une opinion sur nous et l'opinion d'autrui sur nous peut orienter notre réflexion. Mais en aucun cas, il ne peut la déterminer. Ça, c'est la première chose. Et nous n'avons aucune obligation d'accepter l'opinion d'autrui comme étant une vérité. Non. Oui, être unique, ça a du sens. Et quant à la comparaison, ça, pour moi, la comparaison est directement liée, non pas à un problème de confiance en soi, mais à un problème d'estime de soi. D'accord. Qui, pour le coup, mène à une défaillance, à un manquement concernant la confiance en soi. Mais tu sais, la jeune génération, justement, je te pose cette question parce que j'ai vu il y a 2-3 jours... Je ne sais pas de qui tu parles, Cynthia, parce que la jeune génération, c'est moi. Moi, j'ai 40 ans. Je suis la jeune génération. Alors, donc, celle qui est juste avant nous, celle qui est juste avant nous, la vingtaine. Et justement, elle disait, se comparer aux autres, c'est normal. Et on est arrivé dans une normalité, dans un codage où on se dit que se comparer aux autres, c'est normal. Prendre la vie de quelqu'un et la dupliquer à la nôtre, ben finalement c'est normal parce que tout le monde fait ça et on est arrivé dans une normalité qui fait que finalement cette unicité que tu disais, c'est hyper compliqué. Et je peux comprendre une femme qui te dise je sais pas comment être unique parce que on a tellement tendance à se copier les uns les autres et des fois de manière inconsciente. Par exemple, est-ce que ça t'est jamais arrivé, en tout cas moi ça m'est arrivé, de regarder un truc sur Instagram, de me dire ah ben tiens ça lui va trop bien, je vais l'acheter, je l'achète et puis arrivé chez moi je me dis mais pourquoi j'ai acheté ça? Parce que j'ai voulu copier un style de vie ou un truc qui ne me ressemblait pas, mais sur le coup, cette femme m'a donné l'impression que fallait être comme elle. Donc, alors, je peux comprendre, tu vois. Ça, j'ai pas une opinion aussi tranchée que toi. Alors, il y a deux choses. La première, c'est que cette personne qui dit se comparer aux autres, c'est normal. Moi, je sais pas ce qui est normal, mais ça dépend de ce qu'elle met derrière la comparaison. Enfin, oui, si tu es dans une file d'attente dans ton hypermarché, que tu as
encore une fois choisi la mauvaise file et que tu vois la personne qui est à côté de toi, qui est arrivée après toi et qui est déjà sur le tapis alors que toi, il te reste 10 personnes devant toi, ben oui, c'est normal. Oui. C'est pareil, ma meilleure amie et moi, on a commencé notre aventure capillaire. En même temps, je vois qu'elle a une espèce de touffe de cheveux. Moi, j'ai 3 pélos sur la tête. Ça m'énerve. Je me dis, mais en fait, je n'en nourris pas je ne mesure pas ma valeur à l'aune de la comparaison. La comparaison me donne des curseurs qui vont me dire, ma vie, il faut infléchir la tendance, il faut travailler plus sur ça, il faut travailler moins sur ça. Quand je travaille avec mon coach, qu'est-ce que tu veux faire? Quand elle me coach, elle a en tête d'autres personnes avec qui elle a travaillé et, enfin, pour moi, dans ce sens-là, la comparaison est même salutaire, puisque c'est pas la peine d'aller réinventer le fil à couper le beurre si d'autres personnes l'ont inventé. Ensuite, concernant le fait que tu aies vu quelque chose sur Instagram, que tu aies acheté ou refait, mais tous les jours, ma fille et moi, on regarde des styles mère-fille, on les fait devant notre miroir, on s'habille, on se maquille, on se prend en photo, etc. Mais en faisant ça, je n'ai pas dupliqué la vie de la personne et la plupart du temps, je ne suis même pas allée au-delà de cette photo qui me plaisait. J'ai regardé la photo, je lui envoie la photo par Insta en lui disant ça trop balèze, il faut qu'on fasse. On fait, on a une petite parenthèse fun et c'est pas grave. En fait, pour moi, ça n'a rien de choquant. Et c'est pareil, il y a une espèce de petite guéguerre qui est hyper féminine de « Ah, moi, je vais pas acheter mes vêtements là parce que tout le monde achète là. Moi, j'achète que là où il y a des trucs uniques. » Mais j'en ai rien à faire. Moi, j'arrive dans une pièce, il y a 20 femmes qui ont la même robe que moi. On sera pas pareil dans la même robe parce que chacune est différente. Parce que je suis différente de toi, parce que non seulement dans mes accessoires, je ne serai pas comme toi, mais je ne dégage pas la même chose que toi. Et heureusement, tu ne dégages pas la même chose que moi. Et je vais voir, et ça c'est de la comparaison, donc je vais voir ma robe 10 fois, mais jamais tu vas me faire me dire « Assieds-toi, reste là discrète ». Jamais. C'est moi qui danse comme une malade parce que musique pas qu'à gaspiller. Et c'est pas grave. Pour moi, il faut vraiment nuancer la comparaison. La comparaison est naturelle plus que normale, est naturelle dans la mesure où l'homme est un animal grégaire. Donc, elle nous permet de poser des curseurs. La comparaison est carrément nuisible dans la mesure où elle devient un indicateur de notre valeur. J'ai 29 ans, toutes mes copines sont déjà mariées, ont un enfant. On s'en fout de tes copines qui sont mariées, qui ont un enfant. On s'en fout. De quoi on parle? J'ai pas encore de CDI ou j'ai pas encore construit de maison. Qui c'est qui a dit que c'était la fin de la vie de construire une maison? On s'en fout de tout ça. C'est quoi ton kiff à toi? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Vis-le. Et les gens qui sont pas contents que tu vives ce qui te fait vibrer, dégage-les de ta vie. Et je sais que tu vas me demander est-ce que c'est si facile que ça? Oui, c'est facile de dégager quelque chose. Non, mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que ça donne une autre perspective des choses. Oui. Moi, c'est ce que j'aime, tu vois, dans les débats, avoir une autre perspective des choses et se dire, mais c'est vrai que c'est pas con, en fait. Tant que je sais ma valeur, finalement, c'est pas grave. Ben non! Quand tu vois une pub, moi, j'aime que les parfums très, très, très capiteux. Du coup, il n'y a jamais de pub pour les parfums que j'aime parce que ce sont des parfums qui ont 60, 100 ans. Mais ça m'arrive d'être avec ma fille et qu'elle me dise « Hé maman, regarde, il y a Selena Gomez qui fait la pub pour tel parfum, je veux aller le sentir. » Ma fille aime Selena Gomez. Alors, le fait d'avoir choisi Selena Gomez comme égérie de ce parfum fait que ma fille va me dire « Maman, passons à la parfumerie. » Et quand elle arrive, elle sent le parfum, là, il n'y a plus de Selena Gomez. Elle me dit, maman, on passe ou on passe pas. J'aime ou j'aime pas. Selena ou pas Selena. Jamais je ne l'entends me dire, maman, c'est un tel qui fait la pub de telle chose, achète-le-moi. Jamais. Elle me dit, emmène-moi, s'il te plaît, je vais essayer. Donc, pour moi, vraiment, on se trompe en diabolisant la comparaison. Pour moi, c'est l'excès qui, à partir du moment où c'est un indicateur de notre valeur, là, on est dans le faux. Ça, c'est génial. J'aime vraiment cette vision des choses. C'est vraiment, vraiment super. Et tu es végétalienne, c'est ça, si je me trompe pas? Non, je suis ovo-lacto-végétalienne. En plus.
Comment tu es arrivé à ce mode de consommation? Parce qu'on ne naît pas comme ça, surtout aux Antilles. Surtout pas dans une famille antillaise dont le père est le plus gros éleveur de porcs de la Caraïbe. Ah ouais, carrément. Alors, ça fait toujours halluciner tout le monde quand je dis ça, mais j'étais rasta. Donc, je ne me suis pas posé la question. En embrassant la foi rastafarienne, je suis devenue végétarienne. Donc, alors je ne veux pas te dire de quenouille, je crois que pendant 11 ans, je suis restée végétarienne, mais au bout de 9 ans, j'ai commencé à avoir du mal avec les poissons entiers. Donc, il fallait plus me donner de poissons qui me regardaient, fallait me donner des morceaux suffisamment informes pour que je comprenne pas quel morceau du poisson c'était. Après, c'est devenu difficile de manger des darnes. Alors, je mangeais soit des filets, soit des miettes de thon. Et puis, au bout d'un moment, j'ai eu ma fille aînée, mon soleil. Et en sortant de la maternité, je suis pro-allaitement. Hein. Pour moi, l'allaitement, c'est pas une question c'est pas une option. Dans la façon dont moi je vis mon rapport avec mes enfants, et quand on connaît tout ce qu'il y a derrière quand on sait tout ce qu'il y a derrière l'allaitement, pour moi c'est pas une option. Je savais que je voulais allaiter ma fille et je savais que pour mes enfants je voudrais des allaitements longs. En dépit de ça, en dépit de tout ce que j'avais entendu à l'hôpital quand je suis sortie de la maternité, je me suis dit ok, time is up. On va arrêter le cinéma, il faut me donner que du poisson pané, des trucs en miettes, etc. C'est pas du vrai poisson. Je veux plus manger de poisson et c'est fini. Et donc, je suis rentrée chez moi, j'ai dit à tout le monde, je mange pas de poisson, en fait. Mais tu sais, ma famille me considère tellement comme une excentrique. Mes frères et sœurs ont coutume de dire, ma vie que s'est fait son premier piercing à 38 ans, mais elle a direct fait un piercing du septum, quoi, alors qu'elle aurait pu faire ça. Comme tout le monde me considère comme une excentrique, personne n'a été surpris, mais je pense que ma famille, pendant longtemps, s'est dit que ça allait passer. Ouais. Je suis plus rasta, mais j'ai coutume de dire que quel que soit ce qu'on fait, quelles que soient les étapes qu'on traverse dans notre vie, douloureuses ou épanouissantes, hein, il y a des choses à apprendre et le vrai job, c'est de garder ce qui est à garder, de laisser le reste. Donc, je suis plus rasta aujourd'hui. Par contre, ce régime alimentaire me convient parfaitement. Et je vis dans une famille de carnivores, mais pitié. Ah non. Mais ça passe bien. Mes enfants, mais oui, parce que j'aime pas les contraintes. Je suis contre le prosélytisme. Donc, je trouve que c'est un choix qui se fait grand. Moi, j'ai choisi de devenir végétarienne. J'allais avoir 16 ans. J'étais grande, j'ai choisi. Je vais pas imposer à mes enfants ce type de choix, enfin, quand ils seront prêts. Mais je suis aussi prête à ce qu'aujourd'hui, du haut de leurs 6 ans, l'une des jumelles me dise « Maman, j'en veux plus » et je vais accompagner au mieux. Et si elle me dit au bout d'un moment « Ça me manque trop », eh ben, on va recommencer. Enfin, donc voilà. Rien n'est figé. Mais non, et tu sais, pour moi, et alors, là encore, j'ai une opinion qui est pas du tout mainstream. On en revient à ce que je te disais tout à l'heure quand je te disais la liberté, ça fait flipper. Et comme ça fait flipper, on cherche des joues. La royauté avait été abolie en France quand on est allé mettre Napoléon empereur. La preuve que la liberté, ça fait flipper. Aujourd'hui, l'une des choses qui enferme le plus et qui cause le plus de tristesse chez les femmes que j'accompagne, c'est cette lubie de mission de vie. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais c'est la mode. C'est la mode. Mais oui, c'est la mode. On doit avoir un objectif. On doit créer des choses. On doit faire des choses. Mais pour moi, un objectif, c'est pas la même chose qu'une mission de vie. Une mission de vie, ça te fige. Tu veux être libre et tu veux être là, planté là. C'est ça ma mission de vie. Tu vas te faire chier à faire un truc qui t'intéresse plus dans quelques temps. Fais un horizon à 3 ans et kiffe. Remplis-toi, gonfle-toi d'expérience, d'estime, de confiance en toi et on compte les morts à l'arrivée. Dans 3 ans, tu verras si ça te plaît encore et on continue. Et en fait, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais rien n'est figé. Il faut faire attention. Nous nous enfermons nous-mêmes dans des choses. Moi, j'ai coutume de dire, ça fait plus de 25 ans maintenant que je suis végétalienne. Je n'ai jamais ressenti
aucun manque, aucune envie, aucun désir, jamais. Les gens, la première question qu'on me pose, c'est ça te manque pas? J'ai juste envie de claquer la personne qui me dit ça. Enfin, non, ça me manque pas. Mais si demain ça me manque, j'en ai rien à faire de la façon dont je serai jugée. Je vais manger de la viande parce que la personne qui va me juger, combien de temps dans sa vie elle aura réussi à s'abstenir de viande? Je pratique le jeûne hydrique. Je tiens 5 jours en jeûne hydrique. Et bien parfois, je foire lamentablement. Parfois, au bout de la première journée, je me dis « Ah, waouh, c'est trop dur !» Je mange, bim. Et quelle que soit la façon dont tu me juges, je te regarde dans les yeux et je te dis combien de temps dans ta vie tu es capable de t'abstenir de nourriture et de continuer à être heureuse, en pleine forme, avoir de l'énergie, alors dégage. Non, mais c'est bien de le dire parce que souvent on a peur de ça. On se dit non, mais j'ai dit que j'allais le faire. Si je le fais pas, on va me juger. Ou si on va me juger. Et c'est important de dire, mais c'est pas grave en fait. Mais c'est pas grave. Mais non, ça n'a aucune. La personne n'a qu'à juger. Enfin. Et pour moi, on en revient toujours. Tu sais, plus on parle, plus j'ai l'impression d'être cette espèce d'excentrique qui pense en marge. En fait, pour moi, ce n'est pas le jugement le problème. C'est le fait que nous accordions de la valeur au jugement. Au début, quand j'ai commencé à faire ce que je fais sur Instagram, je recevais toutes sortes de messages, parfois haineux, parfois aigre-doux, parfois amers, de gens qui me disaient soit que je faisais culpabiliser les femmes. Alors, j'ai reçu des messages incongrus qui me disaient qu'en allaitant impudiquement mon fils dans mes vidéos, je faisais culpabiliser les mamans biberonnantes, ou des messages qui me disaient que je vendais un mode de vie à l'américaine, etc. Alors, au début, j'ai écouté, j'ai répondu, et puis au bout d'un moment, j'ai arrêté de répondre. Et puis, j'ai pas seulement arrêté de répondre, j'ai bloqué. Mais c'est bizarre. Maintenant, ça m'arrive pas. Tout comme je sais, mais je sais, je suis pas naïve, hein, je crois pas que tout le monde soit beau et gentil. Je sais que certaines de mes prises de position déchaînent des passions. Donc, c'est dans mon dos. Cacahuète suivante. Tu vas venir me dire dans les yeux. Il faut pas croire que je sois cette espèce de monstre de courage. Oui, je suis courageuse, mais parfois je flippe la misère au point d'avoir des crampes au ventre. Mais avec ou sans crampes au ventre, quand tu seras venu me dire quelque chose dans les yeux, je vais te répondre, n'inquiète pas. Ouais. Je vais te donner de quoi réfléchir. Et puis on avance. C'est pas le jugement le problème, c'est ce qu'on fait du jugement d'autrui. Et en plus, on en revient à ce que tu disais. Si on connaît sa valeur, finalement, ça passe. Évidemment. Il y a tout ça de gens qui t'aiment et tu es en train de te concentrer sur 2 petits clampins qui t'aiment pas. Et que tu ne connais pas, des fois. Que tu connais pas. Attends, c'est une blague. J'ai coutume de dire à mes étudiants, Coca et Nutella sont les marques les plus populaires de cette planète. Et même Coca et Nutella n'ont pas réussi à faire en sorte que tout le monde les aime. C'est toi là où tu es là, tout le monde va t'aimer. Et j'ai un de mes mentors qui dit, alors la première fois que j'ai entendu, ça m'a choquée, mais je trouve ça tellement vrai. Elle dit, quel que soit ce que tu fais sur les réseaux sociaux, si personne ne te critique, c'est que tu n'es probablement pas suffisamment bon dans ce que tu fais. Du coup, ce n'est pas digne d'intérêt. Ou alors, tu n'as pas suffisamment de courage pour faire entendre ta voix auprès d'une large audience. Du coup, on ne peut pas te critiquer puisque personne ne t'entend. J'ai trouvé ça horrible. C'est vrai? Ah oui, mais finalement, en prenant les choses dans l'autre sens, je me suis dit, oh yeah, on me critique, ça veut dire que je suis plutôt balèze dans ce que je fais. Oui, parce que ça veut dire que tu arrives à toucher le subconscient des gens. C'est ça, le subconscient des gens, à faire réfléchir. Et moi, je trouve ça génial que les gens réfléchissent sur mon cas, mais c'est top, parce qu'ils pourraient faire autre chose. C'est ça, c'est exactement ça. Exactement. Pour revenir à la question du végétalien, ouais. C'est bien végétalisme, hein, c'est bien ça? Ouais, du végétalisme, oui. Est-ce que ça ne touche chez toi que l'aspect que la question de la nourriture, ou est-ce que qu'alimentaire? Voilà, est-ce que c'est qu'alimentaire, ou est-ce qu'au contraire, comme beaucoup, c'est vraiment un mode de vie qui va toucher ta façon de consommer en général? Je suis une mauvaise élève, moi. Alors,
le gros, pour 80%, ça concerne ma façon de manger. Donc, c'est vraiment, ou en tout cas, au début, quand j'ai commencé à pratiquer ce régime alimentaire, ça a vraiment été ma façon de manger. Et puis le temps passe, et puis je vois apparaître les premières rides, et je vois surtout grandir mes enfants. Alors, j'essaie. Je suis pas bonne, hein. Vraiment. Et c'est pour ça que moi, j'hallucine un peu quand on me demande de mettre sur ma page des conseils de lifestyle. Je suis pas un modèle, mais en revanche, j'essaie tous les jours. J'essaie de faire en sorte que les enfants comprennent certaines choses, que les enfants pratiquent certaines choses. Alors, ma grosse chasse, c'est le gaspillage. Et parce qu'on se rend pas compte de toute cette énergie, parce que ce qu'on gaspille, c'est de l'énergie, que ce soit une énergie hydrique, que ce soit une énergie électrique, que ce soit une énergie solaire. Mon gros point focal, c'est le gaspillage. Dernièrement, ma fille avait laissé la lumière dans mon ancien labo, et notre fille au père lui dit va éteindre, tu gaspilles l'électricité. Et elle se retourne et dit non. Je gaspille de l'énergie. Gaspiller de l'énergie, ce n'est pas bien. Et je me suis dit, oh yeah! Donc, même jeune, elle est réceptive. Oui, c'est ça. Ah, surtout, ils sont tellement plus réceptifs que nous, puisque le cerveau, c'est une petite éponge. Hein, c'est encore bien souple à cet âge-là. Et c'est marrant que tu dises ça, parce que ça me fait penser à une anecdote. J'étais en train de travailler il y a 2-3 jours, et j'entends derrière moi arriver les jumelles, mais je me tourne pas, je fais exprès, et j'entends l'une des deux qui dit à l'autre, sois forte, tu vas y arriver. Si tu n'y arrives pas, je suis à côté de toi, sois forte. Et donc, je me retourne, je sens qu'il y a eu une bêtise, c'est évident. Donc, je me retourne avec mon visage de maman fâchée. Et l'une des jumelles me dit, maman, il s'est passé quelque chose de très grave. J'ai défoncé l'un des Dreamcatcher que tu as suspendu dans l'entrée. Et je dis, comment ça? Alors, je fais semblant d'être furieuse. Comment tu as cassé mes affaires? J'en ai marre. Tu casses mes affaires, etc. Et il y a sa jumelle qui croit que je ne la vois pas, Cynthia, qui est dans l'encadrement de la porte à faire la cheerleader, mais trop mignonne, à lever, baisser les bras pour l'encourager. Je te jure. Et je l'ai punie. Je lui ai donc donné un pensum, parce qu'elle s'est accrochée en fait au Dreamcatcher et elle aurait pu se faire mal. Sa jumelle est restée à côté d'elle tout le long du pensum. Elle est restée là. Je me suis dit, oh yeah. Tout ça pour dire que j'essaie d'inculquer à mes enfants un mode de vie qui n'est pas mainstream, une façon de penser qui ne soit pas mainstream, et une façon de consommer, même si pour moi, c'est sur la façon de consommer que j'ai encore le plus d'efforts à faire. Et voilà. Mais moi, je trouve, c'est marrant que tu dises que tu les éduques d'une façon qui n'est pas mainstream. Mais finalement, est-ce que l'éducation, c'est pas quelque chose de propre à chacun en fonction de ses valeurs? Mais évidemment. Et c'est aussi pour ça que je refuse de donner des conseils concernant les enfants. Tous les enfants sont différents, tous les parents sont différents, et la relation entre le parent et l'enfant. Moi, j'ai eu 5 enfants. Hein. Ouais. Aujourd'hui, quand j'y pense, mon premier fils est mort. Quand je pense à la relation que j'ai eue avec Yeshua pendant 3 mois et demi, et la relation que j'ai eue avec Isaiah pendant ces 3 premiers mois et demi, elles sont complètement différentes. Mais pour deux raisons toutes simples. Je ne suis pas la même. J'ai eu Isaiah après avoir perdu Yeshua. Ouais. Et deuxième raison, Isaiah n'est pas Yeshua. Il n'est pas. Et c'est pareil, Nouriem et Raphaël sont jumelles. L'une connaissait l'autre avant de connaître quelque autre être humain que ce soit. Elles sont fusionnelles, mais diamétralement opposées physiquement et dans leur tempérament. Alors, je ne suis pas la même avec elles. Et ça me va. Alors, l'œil non averti a l'impression que ce sont des traitements différents. Oui, ce sont des traitements différents pour obtenir un même résultat. Parce que je connais le résultat, alors je vais utiliser des outils différents de façon à y parvenir avec chacun d'entre eux. Parce qu'ils sont différents, justement. Mais oui, bien sûr. Moi, et puis, on a le droit de se tromper. Mais oui, on a le droit de se tromper. C'est ce que je dis tout le temps. Je reçois des messages désolés de femmes qui me disent « Oh, j'ai dérapé, est-ce que vous êtes toujours gentil ?» Je dis « Gentil ?»
Parfois, je dérape. Parfois, je fais des câbles, je les punis, je m'énerve, je dis que je vais les vendre sur eBay. Enfin, voilà. Et puis, quand on a fini ça, enfin, de toute façon, la famille, c'est comme ça, on n'a pas d'autre choix que de s'aimer. Nous, on est des expatriés, on n'a pas d'autre choix que de s'aimer, de se surkiffer. Eh ben, quand tu as fini, tu prends ton courage à deux mains, tu regardes tes marmailles et tu dis, je suis désolée, j'ai foiré, j'ai été mauvaise. Et puis, on a fini. On continue. Il n'y a pas de problème. Exactement. On arrive déjà bientôt à 1 heure de conversation. Je suis une catastrophe. Non, mais au contraire, c'est hyper intéressant et moi, j'adore. Donc, j'ai une dernière question qui est un étude de cas. Ouais. Je suis une femme, trentaine, heureuse, épanouie, mais je ne sais pas où aller. C'est-à-dire que je suis heureuse, je peux pas dire le contraire, mais aujourd'hui, je suis arrivée à un stade de ma vie où j'ai l'impression de stagner, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu me conseilles? De tâtonner. Ouais. Alors, pour moi, la première chose, c'est que c'est bien que tu te poses des questions parce que dans la condition humaine, l'état stationnaire n'existe pas. Un homme progresse ou régresse, ça n'existe pas la position stationnaire dans l'humanité. Il faut tâtonner. Et ça encore, c'est vraiment hyper post-moderne. Il faudrait qu'on ait quelque chose de figé tout de suite. Ouais. Donne leur chance à des choses que tu n'as pas encore essayé, dont tu te dis, ça pourrait peut-être me plaire. Et fais-le avec bienveillance. Tu sais, j'ai coutume, lorsqu'on me pose ce genre de questions, de dire, est-ce que quand tu étais petite, tu pratiquais des activités extrascolaires? Pour la plupart, les gens me répondent oui. Et en fait, une grande minorité des femmes ont pratiqué la même activité extrascolaire de la 2e année de maternelle à la terminale. La grande majorité, en fait, a fait de la gym, a fait du basket, a fait de la natation, etc. Et je dis, est-ce que tes parents t'engueulaient quand tu disais, l'année prochaine, je veux faire autre chose? La plupart du temps, non. Pourquoi? Parce que tes parents savent que tu es enfant, que tu es en train de te construire, et donc que tu vas essayer des choses jusqu'à trouver quelque chose qui te fasse vibrer. Pourquoi quand on est adulte, sous prétexte qu'on est adulte, il faudrait qu'on sache tout par antélation? On en revient à ce que je disais tout à l'heure, il faut faire et après la conviction vient. Ouais. J'ai commencé par, j'ai eu une boutique avec laquelle j'ai fait faillite, lamentablement. Et aujourd'hui, quand je me retourne, je me dis, mon Dieu, heureusement que j'ai fait faillite, parce que c'était pas suffisant pour moi. Ça ne me permettait pas d'exprimer mon génie. Mais à ce moment-là, j'ignorais complètement ce qu'était mon génie. Ensuite, j'ai monté un centre de formation et j'ai commencé à kiffer l'idée de la transmission. J'ai cru que j'allais passer toute ma vie à faire ça. Après, j'ai monté le petit sucre et waouh, mon Dieu, je crois que c'est ce que j'ai fait le plus longtemps. J'ai fait des wedding cakes, j'ai adoré ça, j'ai surkiffé. Un jour, je me suis dit, moi, ça me saoule. Je vais fermer tout ça ou le vendre, mais moi, je peux plus. Et puis, entre-temps, j'ai commencé à faire ce que je fais en étant Mavic Bright. Et aujourd'hui, les gens me disent, ah, tu as trouvé ta voix. Et je souris poliment. C'est ton problème si tu veux m'enfermer dans ton histoire de voix. Ouais. Dans 20 ans, ça me plaît encore, je vais le faire encore. Mais si ça me plaît plus dans 2 ans, je ferai autre chose, je vais tâtonner. Mais là, je t'ai parlé que des choses que j'ai faites pendant un bout de temps. Je t'ai pas raconté tout ce que j'ai tenté. Hier, j'ai fait le tri dans mon ordinateur. J'ai mis dans ma corbeille pas moins de 15 projets d'entreprise qui à un moment me plaisaient, qui étaient aboutis. Mais aujourd'hui, quand je les regarde, je me dis, waouh, heureusement que je m'y suis pas lancée. Il faut tâtonner, il faut se regarder avec bienveillance et accepter d'essayer et de se mettre dans l'embarras. Se regarder avec bienveillance. J'aime beaucoup cette notion. J'aime beaucoup. Mais en fait, ça, c'est difficile à faire. Hein. Oui, ça, c'est pour ça que j'aime. C'est quand on travaille avec toi, justement, on arrive à comprendre que des fois, ce qui est gênant, finalement, c'est ce qui fait quand même le plus de bien quand on arrive à comprendre la profondeur des choses. Oui. Et justement, comme tu dis, c'est pas évident, cette bienveillance envers soi, mais quand on comprend l'essence
de cette bienveillance et pourquoi elle est importante et pourquoi il faut qu'on y arrive, bah franchement, j'adore cette notion. Et j'ai coutume de dire que de toute façon, si c'est pas inconfortable, c'est pas du développement personnel. Tu es juste en train d'avancer. C'est pas. Donc, cherche l'inconfort et l'embarras. Mais en tout cas, Manuela, Mavic, merci d'avoir passé cette pause café avec moi ou cette pause à eau pour toi. Avec grand plaisir. Je suis honorée réellement d'avoir partagé cette expérience avec toi. Merci. C'était vraiment, en tout cas, je suis vraiment contente parce que on travaille ensemble depuis déjà quelques mois et c'est vrai que l'aboutissement de ce podcast, il y a certaines personnes, il y a un nombre de personnes qui gravitent autour de moi, qui justement m'impulsent de ne pas avoir peur, d'oser, et tu fais partie de ces gens, Doudou fait partie de ces gens, il y a aussi Ina que je pourrais citer. Et c'est vrai que ce sont, pour moi, l'entourage, quand on veut entreprendre des choses, ou même dans la vie de manière générale, c'est hyper important. C'est hyper important parce que des fois, on peut avoir confiance en soi, on peut avoir le courage, mais si à côté, on est entouré de personnes qui ne voient que le côté négatif ou qui n'ont pas cette vision d'entrepreneuriat, ça peut être tellement compliqué que vraiment... Merci à toi de faire ce que tu fais parce que ça peut permettre à des femmes comme moi de réaliser ce genre de choses. C'est moi qui te remercie d'accepter d'attraper les paillettes. Merci. Vraiment merci. Justement, en parlant de paillettes, pour terminer, est-ce que tu peux envoyer des paillettes au canon à tous ceux qui nous écoutent? Ok. Bon, je vous laisse là. Et je vous envoie des paillettes au canon. Vous entendez les bracelets secoués? Vous savez que j'envoie des paillettes là. Merci. Et passe plaisir. Et passe une excellente journée. Merci, je t'embrasse. À bientôt. À bientôt. Retrouvez ma pause café avec Tia un mardi sur 2 sur iTunes et Spotify.